Bonjour et bienvenue à l'université Clé-Formation d'Avril. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Luc Wollensack, directeur général des éditions Clé Internationale et je vous parle depuis Salamanque en Espagne où j'ai le plaisir d'être accompagné par Jeanne Renaudin, notre déléguée pédagogique. Vous le savez, depuis 10 ans, à côté de son travail d'éditeur, toujours soucieux d'apporter des réponses adéquates à vos attentes et à vos besoins, Clé Internationale a placé la formation au cœur de sa mission. Nous entendons ainsi contribuer à cet objectif que nous avons en partage, la réussite de l'enseignement et de l'apprentissage de la langue française. Un travail, nous constatons tous les jours par vos témoignages, difficile, complexe et qui requiert toujours plus de savoir-faire. Que ce soit à distance ou en présentiel, ou selon des modalités hybrides qui concilient présentiel et distanciel. Qu'il s'agisse de répondre aux attentes toujours plus diversifiées des apprenants, qu'il convienne de prendre en compte des contextes plus ou moins difficiles, votre défi est un défi de tous les jours. Nul doute que vous porterez témoignage de tout cela, et plus encore, au cours de cette session de l'Université Clé-Formation, surtout après l'année si spéciale que nous venons tous de vivre, et qui va peut-être malheureusement continuer. L'International, votre éditeur du français langue étrangère, vous est reconnaissant de tout ce que vous avez fait, des solutions que vous avez mises en œuvre, de tous les efforts d'adaptation, pour certains considérables, que vous avez accomplis. On peut aussi se dire qu'une période de crise présente une opportunité et la manière d'inciter à proposer de nouvelles manières de faire. Chez Clé International, nous sommes tous investis pour être en mesure de vous apporter les réponses les plus adéquates, c'est-à-dire vous proposer les meilleurs contenus éditoriaux, c'est notre mission, mais également de formation en français langue étrangère. Et je voudrais bien sûr en profiter, depuis Salamanque, depuis l'Espagne, depuis l'Europe, pour remercier toutes nos équipes, éditeurs, auteurs, formateurs, délégués pédagogiques, toute cette équipe active, impliquée et attentionnée qui partout dans le monde s'efforce d'œuvrer au mieux pour vous tous. Depuis un an, et durant les 2 éditions précédentes, nous avons été fiers que nos universités Clé Formation aient réuni et contribué à la formation de milliers d'enseignants dans le monde entier. Cette nouvelle session est l'occasion pour nous, avec vous, de réaffirmer notre engagement auprès de vous tous et de vous toutes. C'est parce que vous êtes là, c'est parce que vous avez répondu en ce samedi de ce mois d'avril 2021 à notre invitation, c'est grâce à votre intérêt, à votre confiance en notre équipe mondiale que nous pouvons inaugurer aujourd'hui votre université Clé Formation de printemps. Une université co-organisée par Clé International et avec le concours du français dans le monde, la revue de la Fédération internationale des professeurs de français, oui, de votre fédération. Je voudrais en profiter pour remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont apporté leur précieux concours, tous ces partenaires renommés du monde de la francophonie et du français langue étrangère, le Centre des francophonies des Amériques, le Centre de linguistique appliquée de Besançon, France Éducation Internationale, la Fédération internationale des professeurs de français, l'Université nationale autonome du Honduras. Notre équipe est honorée de compter sur eux, sur leurs experts, pour animer des formations dont nous sommes sûrs, nous sommes certains qu'elles seront de grande qualité. Merci donc à Cynthia Head, merci à Marie Rousse, merci à Arnaud Panier, merci à Carlos Solorzano,
merci à Virginie Salle, merci à Zinji Letou Jao, merci à Julie Viau, merci à Janaïna Nazari-Gomez, merci à Cédric Vial, merci à Bernard Magnier, merci à Valérie Clio. Je vous souhaite donc une très très belle université de printemps Clé Formation. Merci à vous, donc Jean-Luc Wollensack, directeur de Clé Internationale. Et si vous voulez bien, avant de commencer donc la plénière avec Marie Rousse sur les évolutions du dispositif d'évaluation DELF, un petit rappel donc de ces universités Clé Formation. Ces universités Clé Formation de printemps donc, vont se tenir du 17 au 24 avril, c'est-à-dire un ensemble de 12 heures de formation, avec 2 séances plénières comme celle-ci, ouvertes à tous. Donc, vous avez celle d'aujourd'hui, donc avec Marie Rousse de France Éducation Internationale, et vous aurez la semaine prochaine, samedi prochain, le 24 avril, donc Bernard Magnier qui va intervenir du monde à la langue française. Cette université Clé Formation comprend également 2 parcours. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site de Clé Formation pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait. Donc, 2 parcours, l'un sur les francophonies, l'autre sur l'évaluation. Et chaque parcours comprend donc 2 ateliers en direct, un le samedi 17 avril, donc juste après cette plénière, et un autre le samedi 24 avril, avant cette fois-ci la plénière. Et bien sûr, tout au long de la semaine, vous aurez aussi donc des mini-MOOC, des capsules vidéo et évidemment un espace de travail collaboratif. Cette université Clé Formation comprend également pour ses parcours un abonnement numérique de 6 mois à la revue Le Français dans le Monde et puis une attestation de participation. Donc, vous avez ici le programme de ces 2 parcours, mais également le programme de la journée, puisque donc nous allons commencer avec la plénière de Marie Rousse, donc DELF, les évolutions du dispositif d'évaluation, donc qui sera suivie ensuite dans 1 heure à peu près d'une présentation des nouveautés de Clé Internationale avec une petite surprise à la fin. Donc, lorsque vous aurez donc participé à cet ensemble, vous aurez la possibilité de bénéficier également donc d'une version numérique, d'un code d'accès à une des versions numériques de méthode de Clé Internationale. Et la semaine prochaine, pour la plénière, donc nous aurons également une petite surprise puisque vous aurez donc en clôture, après l'intervention de Bernard Magnier, vous aurez donc en clôture une animation donc musicale. Mais si vous voulez bien, on va commencer tout de suite par la plénière, donc en recevant Marie Rousse pour donc les évolutions du dispositif d'évaluation DELF. Donc bonjour Marie Rousse, merci d'être avec nous. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va commencer par vous présenter. Donc, vous êtes diplômée de philosophie à l'université Panthéon-Sorbonne, également donc de FLE à l'université Paris Diderot, de japonais à l'Institut donc des langues et civilisations orientales, et puis vous avez collaboré avec le service langue française de Radio France Internationale avant d'enseigner donc le français au Japon à l'Université des langues étrangères de Nagasaki. Vous avez intégré en 2008 le département évaluation et certification du Centre international d'études pédagogiques, actuellement donc France Éducation Internationale, FEI, où donc vous êtes actuellement responsable du bureau des diplômes DILF, DELF et DALF. Et vous allez donc nous parler justement de l'évolution de ces certifications. Mais peut-être avant, pour avoir une petite idée du public qui nous accompagne, des professeurs qui sont présents, je vous propose de lancer donc un sondage. Vous verrez aussi si vous avez des questions, vous avez Regina Rizzi qui est donc dans le chat et qui peut répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas
à poser certaines questions. Donc, on va lancer, si vous voulez bien, le sondage. Avec le premier sondage qui devrait apparaître à l'écran normalement. Donc, c'est: avez-vous été habilité en tant qu'examinateur correcteur ou formateur d'examinateur correcteur des épreuves du DELF-DALF? Donc, on va voir, on va vous laisser un petit peu le temps pour répondre. On s'est lancé un pari avec Marie pour voir la proportion. Donc, on verra bien donc qui aura remporté ce pari. On va attendre encore un petit peu parce que vous êtes toujours en train de voter. Ça permettra surtout, ce sondage, justement, à adapter le discours, la présentation pour voir si vous êtes déjà bien au courant du dispositif actuel. Donc, on va attendre un petit peu. Je vois que ça bouge plus trop, donc on peut s'arrêter là. Donc, bloquer le sondage et puis je vais vous partager donc les résultats. Vous voyez 38% donc de oui, de participants qui sont habilités et 62 donc qui ne sont pas habilités. Je pense que ça permettra de donner une petite idée du public qui est présent actuellement. Donc merci d'avoir participé à ce sondage et je vais donc passer la parole à Marie-Rose pour son intervention en faisant donc un partage d'écran. Normalement, Marie, si tu peux reprendre la main. Oui. Alors, je vais montrer mon écran. Je vais donc partager mon PowerPoint. Est-ce que vous le voyez? On le voit, c'est bon. Donc, merci beaucoup aux éditions Clés pour cette invitation qui est extrêmement importante et surtout dans le contexte sanitaire très particulier que nous connaissons et que Jean-Luc Wollensak a rappelé. Il est particulièrement nécessaire pour nous de pouvoir nous adresser aux professeurs de français à un moment où les salons et séminaires sont tous annulés, où ont lieu à distance et souvent dans des niches extrêmement spécialisées. Donc c'est vraiment une occasion très, très intéressante pour nous de pouvoir participer à cette université Clé Formation pour présenter un petit peu la façon dont on travaille au département évaluation et certification de France Éducation Internationale. Donc merci encore. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler des évolutions du dispositif d'évaluation DELF-DALF qui connaît actuellement, en dehors des chantiers techniques et administratifs très importants que nous engageons par ailleurs, deux évolutions pédagogiques majeures, dont l'une porte sur l'évolution du format des épreuves de compréhension orale et écrite du DELF, le DELF dit tout public et le DELF scolaire et junior, sur les niveaux A1 à B2, et puis ce grand projet de refonte des grilles d'évaluation pour la production orale et écrite. Et mon intervention d'aujourd'hui portera uniquement sur l'aspect de refonte des grilles d'évaluation. Et plus précisément, mon propos n'est pas de présenter ces nouvelles grilles d'évaluation, mais de vous expliquer le processus qui nous a conduit à élaborer et proposer ces nouvelles grilles pour que vous compreniez de quelle manière nous nous engageons dans une démarche d'amélioration de la qualité de nos outils pour l'évaluation des candidats. Alors, je vous présente maintenant sur cette diapo le plan général de mon intervention. Donc, il suivra une progression chronologique assez logique. Je parlerai dans un premier temps donc des origines de ce projet, pourquoi nous nous sommes engagés dans ce projet de refonte, puis la phase d'analyse qui nous a conduit à réviser nos outils actuels. Ensuite, les différentes étapes de l'expérimentation avec ces itérations. Et puis enfin, les résultats de ces expérimentations et donc leur application pour nos formations et nos outils.
On peut peut-être commencer justement avec les origines du projet. Tout à fait. Donc, comme vous le savez, les diplômes DELF-DALF existent depuis 1985. Donc, ce sont des diplômes qui ont une certaine histoire. Ils sont actuellement distribués dans 170 pays et en temps normal, hors année Covid, ils rassemblent un peu plus de 500 000 candidats annuellement. Donc, vous voyez, c'est un très gros dispositif qui repose sur les nombreux acteurs du réseau culturel français à l'étranger et que je remercie au passage. Et donc, toute réforme est quelque chose de lourd à mettre en place et qui doit être donc mûrement réfléchi. Une première réforme importante avait eu lieu en 2005 avec précisément l'introduction des premières grilles d'évaluation DELF-DALF critériées, dont vous pouvez voir un exemple en bas de cette diapositive. Donc, c'est très important pour moi de savoir qu'effectivement, je m'adresse à un public où 38% des personnes sont des examinateurs à correcteurs habilités. J'imagine que parmi les autres, vous avez connaissance des épreuves du DELF-DALF en tant qu'enseignant de FLE, mais peut-être pas nécessairement des grilles dans le détail. Donc, ça vaut peut-être le coup que j'en parle un petit peu. Donc, vous pouvez voir ici donc, un exemple partiel de grille, la grille d'évaluation de... Pardon, j'ai avancé sans faire exprès, de la production écrite. Et vous pouvez voir sur cette grille donc qu'il y a une partie sur la gauche qui expose les critères, donc les critères qui sont nommés en gras, vous voyez, respect de la consigne, capacité à présenter des faits, capacité à présenter sa pensée, cohérence et cohésion, qui sont donc des critères qui relèvent de ce qu'on appelle la composante pragmatique, en fait. Et vous voyez, de l'autre côté, il y a donc une série de gradations qui permet aux examinateurs correcteurs de donner leurs notes, c'est-à-dire en fonction de la performance qu'ils ont à évaluer pour chacun des critères. Donc, il y a plusieurs notes possibles. Donc, par exemple, pour le critère de respect de la consigne, on peut mettre une note comprise entre 0 et 2, donc avec, comme vous pouvez le voir, 5 gradations possibles. Et chaque critère est explicité par un petit descripteur, mais qui concerne donc uniquement le niveau visé par ce critère, donc par rapport à la grille qui est présentée. Donc, et ces grilles sont disponibles sur le site de France Éducation Internationale. Merci beaucoup de le rappeler, Annick. Donc, effectivement, par rapport à ces grilles-là, donc ces grilles, il est important de rappeler, ont été donc mises en place en 2005, suite évidemment à la publication en version française du cadre européen commun de référence pour les langues. Donc, il s'agissait vraiment d'un travail d'adossement de ces grilles sur le cadre, parce que la particularité du dispositif DELF-DALF, c'est que les corrections sont faites au sein des centres d'examen, des différents centres d'examen, dans les différents pays. Les corrections ne sont pas centralisées à France Éducation Internationale, à la différence, par exemple, de ce qui se passe pour le test de connaissances pour le français. Donc, il était important de mettre à la disposition du réseau donc, des grilles qui puissent permettre d'évaluer donc, de la même manière, ou de la manière la plus approchante possible, les productions des candidats en s'entendant sur des critères et sur la notation à proposer. Voilà. Et c'est en cela qu'on peut dire que les grilles sont donc un élément très important du processus de standardisation des évaluations, puisqu'il s'agit là de pouvoir traiter l'ensemble des candidats avec équité, c'est-à-dire en les évaluant donc avec les mêmes outils et donc selon les mêmes normes. Et effectivement, cet adossement aux grilles a été fait par les experts pédagogiques du Centre international d'études pédagogiques, maintenant France Éducation Internationale, mais aussi par des collègues didacticiens dans les universités et dans les centres de langue. Donc, c'était vraiment une réflexion entre experts. Et la démarche qualité dans laquelle nous nous engageons fait que nous devons être sensibles donc aux évolutions et aux innovations dans le domaine de l'éducation des langues. Et il est vrai que l'intervention ensuite de la psychométrie dans l'évaluation en langue, la psychométrie dont toutes les mesures statistiques
pour ce qui concerne la qualité de la mesure, devaient nous apporter un éclairage nouveau. Alors, par rapport à cela aussi, ce qui a déclenché notre souhait de nous engager dans ce chantier ambitieux, c'était plusieurs éléments qui sont survenus au cours de l'année 2016. D'une part, les analyses psychométriques que nous avons effectuées par rapport à des retours sur des évaluations de production du DELF scolaire. Alors ça, c'était à l'occasion du début du chantier que nous avions engagé pour mettre en place une formation ouverte et à distance sur notre plateforme de formation en ligne qui s'appelait CIEP+, et qui s'appelle donc désormais FEI+. Et donc, pour pouvoir proposer donc des exemples de production calibrés, nous avions fait appel aux examinateurs correcteurs du DELF scolaire, selon une vaste enquête, et nous nous étions rendus compte à cette occasion que, pour reprendre les termes de notre psychométricien, il y avait du bruit dans les grilles et qu'il n'était pas nécessairement facile de retrouver des jugements identiques qui démontraient une même compréhension des critères et de la valeur à leur accorder dans la notation. Par ailleurs, donc, on a pu remarquer que les examinateurs correcteurs avaient des difficultés à évaluer les candidats qui se trouvaient en dessous ou au-dessus du niveau qui était ciblé. Par exemple, donc s'il s'agissait d'une épreuve de DELF scolaire A2, et si le candidat était de niveau A1 ou de niveau B2, il semblait difficile donc de pouvoir lui attribuer une évaluation qui ne dysfonctionne pas par rapport aux grilles qui étaient proposées. Donc, les corrections étaient ce qu'on appelle inconsistantes. C'est un petit peu un anglicisme, mais c'est pour dire que voilà, la fidélité des corrections posait problème. Nous n'étions pas sûrs de pouvoir en fait répéter ces corrections avec la certitude d'obtenir un résultat identique. Donc là, c'était une première source d'alerte. Par ailleurs, nous avons procédé à des analyses psychométriques d'échantillons sur des copies qui nous ont été transmises par des centres d'examen à l'issue de sessions. C'est une chose que nous faisons de temps en temps. Nous invitons les centres d'examen à nous communiquer des productions de candidats assorties des copies des examinateurs correcteurs. Et puis, les ingénieurs pédagogiques du bureau des diplômes corrigent à leur tour et nous observons donc les écarts au sein du centre et puis les écarts entre le centre d'examen et nous-mêmes. Et nous nous sommes rendus compte à nouveau qu'il y avait parfois donc des écarts assez importants qui pouvaient atteindre jusqu'à 10 points de différence. Donc 10 points sur un exercice noté sur 25 points, c'est un écart très important. Donc je vous rassure, ce n'était pas du tout systématique, mais le fait que ça existe quand même nous interrogeait profondément. Enfin, il y avait les retours des stages d'habilitation d'examinateurs correcteurs et de formateurs d'ailleurs, qui étaient effectués par nos ingénieurs pédagogiques, qui en temps normal partent en mission dans les différents pays pour pouvoir donc former les équipes locales, puisque la correction est décentralisée. Et nous avons pu nous rendre compte au cours de ces formations qu'il y avait plusieurs difficultés qui pouvaient être constatées sur l'interprétation des critères et puis leur appropriation par les stagiaires de ces formations. Des questions aussi qui se posaient sur la pondération des différents critères entre eux. Donc, l'ensemble de ces constats nous ont amené à la conclusion qu'il y avait un réel besoin d'améliorer ces grilles d'évaluation de la production écrite et de la production orale. Donc, je vous avais déjà montré un extrait tout à l'heure d'une des grilles de production. Donc là, je vous montre une grille entière pour vous montrer donc que ces grilles du DELF-DALF ont comme spécificité de comporter un nombre important de critères d'appréciation. Donc, en moyenne, il y a 9 critères par grille pour l'ensemble de l'épreuve considérée, en l'occurrence la production orale de niveau B1.
Et donc, la littérature scientifique à ce sujet recommande plutôt d'être sur une moyenne de 5 critères par grille, parce qu'on estime qu'au-delà de 5 ou 6 critères, il est difficile en fait de pouvoir apprécier la production sous des dimensions aussi différentes au cours d'une même performance. Par ailleurs, donc, il existe un nombre élevé d'échelons de notation. Hein, donc, je vous avais parlé tout à l'heure du critère de respect de la consigne, hein, qui comportait 5 échelons. Mais comme vous pouvez le voir, cela peut aller jusqu'à 11 échelons. Hein. Là, en l'occurrence, sur cette grille de production orale de B1, c'est sur le critère de morphosyntaxe, hein, donc le critère de qualité de la langue, qui pouvait donc être noté sur 11 gradations différentes jusqu'à 5 points. Nous avons donc non seulement consulté la littérature scientifique, mais nous nous sommes bien sûr appuyés aussi sur ce que faisaient les autres organismes certificateurs membres d'ALTE. Donc ALTE est l'association des organismes certificateurs en langue en Europe, hein, c'est Association of Language Testers in Europe. Et donc, en dehors du français, il y a bien entendu d'autres membres qui travaillent sur d'autres langues nationales, hein, donc, notamment donc, pour l'anglais, le Cambridge, pour l'espagnol, le DELE, et pour l'allemand, le Goethe Institute. Et donc, nous avons comparé, par exemple, pour la grille d'évaluation de production écrite du niveau B2, hein, puisque ces autres organismes, dans leur diplôme, travaillent aussi par niveau et donc avec des tâches spécifiques pour ces niveaux-là. Nous avons donc comparé le nombre de critères qui étaient proposés. Et comme vous pouvez le voir, hein, donc il est apparu clairement que là où le DELF-DALF proposait une dizaine de critères, le Cambridge n'en proposait que 4. Le DELE que 5 et le Goethe Certificate que 4. Donc, ils étaient plus en accord que nous, effectivement, avec la littérature scientifique. Par ailleurs, donc, nous avons procédé aussi à une analyse en interne de nos grilles avec une analyse numérique, hein, pour pouvoir décrire l'existant. Donc, nous disposons actuellement de 14 grilles, hein, puisqu'il y a une grille pour chaque niveau de production orale, du niveau A1 au niveau C2, et puis pour les niveaux donc A2 et C1 en production écrite, comme il y a 2 tâches, il y a donc 2 grilles, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 6 grilles, nous en avons 8 pour la production écrite, ce qui fait bien un total de 14 grilles. Et sur ces 14 grilles, nous retrouvons au total 115 critères, dont 75 sont uniques, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent que sur une seule grille, ce qui fait tout de même, si on voit le verre à moitié plein, 40 critères transversaux qu'on retrouve sur plusieurs grilles, mais tout de même donc 75 critères qui n'apparaissent que sur une seule grille, ce qui ne facilite pas leur appropriation. Et puis, sur donc, les 80 critères concernés par des remarques, puisqu'on a invité les équipes des ingénieurs pédagogiques à faire des remarques par rapport, encore une fois, au retour qu'ils avaient pu avoir de leur formation, nous avons vu que certains critères posaient des problèmes, donc du type de ceux qui sont décrits là. Hein. Donc, on avait constaté des problèmes de chevauchement entre 2 ou plusieurs critères. Chevauchement, ça veut dire que on n'est pas sûr que tel point de la production ne soit évalué que dans un seul critère. Donc, il y a un risque de redondance de ce qui est évalué dans 2 critères différents. Par ailleurs, des attentes parfois un petit peu imprécises, hein, sur parfois le respect de la consigne, et surtout quand ce respect de la consigne contenait 2 dimensions, à la fois sur la longueur de la production et l'adéquation de la production. Donc, l'examinateur correcteur ne savait pas trop comment il devait répartir les points sur ces différents aspects. Donc, ce qui nous a amené à penser qu'il y avait des formulations à retravailler, donc des critères à reformuler, des pondérations à rééquilibrer quand certains critères n'étaient pas suffisamment discriminants. Et puis aussi, à contrario, s'il fallait scinder pour certains critères
certaines dimensions, on considérait, à contrario, qu'il y avait un besoin de regrouper certains critères du type étendue et maîtrise pour ce qui concerne le lexique, par exemple, puisque ces critères sont très fortement interdépendants. Enfin, il y a certains critères dépendent de la coopération de l'examinateur-correcteur et il était donc difficile de considérer que ces critères évaluaient la production et la performance du candidat proprement dit. Donc, vous voyez que nous étions peut-être les plus sévères envers nos propres outils. Tout à fait. Mais il n'empêche que ce serait intéressant de connaître quand même les retours des examinateurs par rapport aux analyses qui ont été faites. Oui, alors j'y viens, hein, puisque évidemment, donc on ne s'est pas contenté de se consulter en interne, puisque là, l'idée, c'était vraiment de tirer parti de ce réseau énorme d'experts que nous avons dans la personne des examinateurs correcteurs et formateurs habilités. Donc, une très grande enquête a été lancée pendant l'année 2018, hein, entre le 17 mai et le 1er juin. Donc, on s'est adressé là vraiment, il s'agissait d'un sondage, hein, vraiment pour mieux connaître notre réseau et puis pour avoir leur avis. Donc, nous nous sommes adressés à la totalité des personnes qui avaient une habilitation en cours de validité, hein, ce qui représente 29 305 examinateurs correcteurs qui ont reçu cette enquête-là. Et puis, nous avons eu la bonne surprise de recevoir un peu plus de 4 600 réponses, ce qui veut dire qu'on a eu un taux de réponse supérieur à 15%, sachant que pour que sur un volume de 29 000 personnes sondées, on puisse considérer que les réponses, disons, sont solides, le seuil de confiance donc, est fixé à 3 639 répondants très exactement. Donc, vous voyez qu'avec un peu plus de 4 600 réponses, nous avions un retour très satisfaisant. Donc, ces examinateurs correcteurs, nous nous sommes bien entendu intéressés à leur profil. Donc, ce sont vraiment des examinateurs correcteurs qui sont en activité puisqu'ils sont titulaires d'une habilitation. Et il était très intéressant de voir que parmi eux, il y avait donc 55% de francophones natifs, mais donc, ce qui veut dire 45% de francophones non natifs. Hein. Et c'était très intéressant pour nous de voir que l'ensemble de ces examinateurs correcteurs-là avaient pris la peine de répondre à cette enquête-là et que nous avions bien donc des experts non natifs des habilitations qui avaient participé à cette enquête. Et pour la représentativité, c'était important. Et même s'ils sont non natifs, donc vous voyez, pour ceux qui se sont déclarés, hein, puisque évidemment, nous n'avons absolument pas demandé de justification, hein, c'était donc une auto-évaluation, mais cela correspond bien au niveau d'habilitation qui ont été constatés par ailleurs. Donc parmi les non natifs, nous voyons qu'il y en a 1818 qui étaient au niveau C2, et puis 724 au niveau C1 et 253 qui s'estimaient au niveau B2, donc au niveau de maîtrise de la langue élevé. Et nous leur avons donc demandé également s'ils étaient examinateurs correcteurs habilités depuis longtemps. Donc, vous pouvez voir sur ce schéma qu'une très grande partie, en fait, était au cours de leur première habilitation, puisque les habilitations d'examinateurs correcteurs et de formateurs sont valables 5 ans. Donc, vous pouvez considérer que tout ce qui est compris entre 1 et 5 ans, c'est-à-dire les rubriques moins d'1 an et entre 1 et 5 ans, reflètent donc cette partie des examinateurs correcteurs qui étaient habilités donc de façon assez récente. Et puis, par ailleurs, les autres examinateurs correcteurs très chevronnés, donc c'est-à-dire entre 5 et plus de 10 ans, ont également massivement participé, comme vous pouvez le voir. Donc, on avait ces deux profils-là et c'était intéressant et donc complémentaire. Et pour répondre à ta question, Annick, et c'était vraiment la question qui nous intéressait le plus, c'était sur la perception de ces grilles-là.
par les examinateurs correcteurs et les formateurs, puisqu'on avait eu quand même 21% de formateurs qui ont participé également, eh bien, on a eu la surprise de constater que tant pour les grilles de production orale que pour les grilles de production écrite, les examinateurs correcteurs et les formateurs considéraient, eux, que ces outils fonctionnaient bien. Donc, voilà, ce qui veut dire qu'ils ne se sentaient pas perdus ou démunis. Ils semblaient considérer que les outils d'accompagnement qui étaient mis à leur disposition étaient suffisants. Je pense notamment au manuel des examinateurs correcteurs et qui comprennent aussi le traitement des copies atypiques. Donc voilà, il y avait sans doute une loyauté qui nous a touchés de la part de ce réseau-là par rapport à nos outils. Mais par ailleurs, tout de même, il y avait un consensus sur le fait que le nombre de critères était important et qu'il y avait donc intérêt à les réduire pour une meilleure appropriation de ces grilles et donc de réduire à la fois le nombre de critères et en même temps de les utiliser de façon transversale sur les 6 niveaux de grille. Par ailleurs, un autre objectif dans la création de ce prototype des nouvelles grilles, c'était donc d'harmoniser le système de notation et de passer donc d'un système de notes très normatif à un système de niveau d'acquisition avec, autre nouveauté, un descripteur pour chaque donc, degré d'acquisition et pas seulement pour le niveau visé. Là, je vous montre sur cette diapositive le plan d'ensemble dans lequel s'inscrit donc ce projet d'élaboration d'un prototype de grille. Il fallait évidemment faire en amont donc un travail de sélection des critères et des descripteurs et de collecte de matériel, j'y reviendrai un peu plus tard. Et puis en aval, donc une organisation de calibrage, c'est-à-dire après avoir collecté ce matériel, donc de pouvoir étalonner finalement les productions des différents candidats pour pouvoir avoir des productions représentatives des différents niveaux d'acquisition de la langue. Et puis ensuite passer un plan de correction pour pouvoir donc à travers des expérimentations mettre à contribution les examinateurs correcteurs et recueillir donc des données psychométriques qui pouvaient conduire à une itération, c'est-à-dire des modifications sur les premiers prototypes proposés pour retester ces grilles. Tout ceci devant déboucher sur une nouvelle formation à distance qui permettait donc de proposer une formation de transition aux examinateurs correcteurs et formateurs déjà habilités pour leur proposer de s'approprier ces nouvelles grilles et dans un second temps, de pouvoir proposer une formation hybride de première habilitation d'examinateurs correcteurs de manière à pouvoir enfin insuffler ces nouvelles grilles dans les sessions d'examen. Donc ça, c'est le plan d'ensemble du projet. Et si je comprends bien, on est dans la phase d'élaboration de la grille actuellement. Voilà, exactement. Enfin, on est assez avancé d'ailleurs dans cette phase d'élaboration, puisque nous avons déjà fait 2 itérations. Donc, par rapport aux prototypes qui ont été proposés dans la première itération, donc les premières expérimentations, nous sommes partis sur 2 outils complémentaires. Là où il y avait avant une seule grille, nous sommes partis sur 2 outils. Donc, d'une part, une grille de descripteurs de performance pour pouvoir décrire les différents niveaux d'acquisition. Et puis, par ailleurs, donc, une grille d'évaluation où il s'agissait, pour chacun des critères considérés, de pouvoir donc attribuer, enfin situer la production du candidat. Alors là, je vous montre un peu plus dans le détail à quoi ressemblaient ces descripteurs de performance. Donc, vous voyez, par exemple, pour les critères de réalisation de la tâche, on a bien une description complète, tant pour le degré considéré comme en dessous du niveau visé, le niveau visé en l'occurrence étant, je le rappelle, le niveau A2, qu'un descripteur du niveau. Là, vous reconnaîtrez encore une fois l'arrimage au cadre européen commun de référence pour les langues, mais également au volume complémentaire. Peut écrire une suite de phrases uniques, une suite de phrases simples en employant les fonctions langagières requises par la tâche et en exprimant sommairement ses sentiments et impressions,
voilà, on est bien dans le niveau A2. Et puis, un descripteur pour tout ce qui était au-dessus du niveau. Voilà, donc ça, ces descripteurs de performance étaient déclinés pour chacun des critères. Et donc sur le deuxième outil, la grille d'évaluation proprement dite, là vous avez donc in extenso la grille d'évaluation pour l'exercice 2 de la production écrite du niveau A2. Donc vous aviez 4 colonnes de degrés d'acquisition. Bon, en réalité, il y a 3 degrés puisque la première colonne devait donc recenser les productions non conformes à ce qui était attendu, tandis que les 3 autres définissaient clairement un degré d'acquisition soit en dessous du niveau, soit dans le niveau, depuis le début du niveau jusqu'à la fin du niveau, et puis une dernière catégorie qui considérait les productions au-dessus du niveau. Mais comme vous le voyez, le schéma de référence n'a pas changé par rapport à la compétence à communiquer langagièrement qui est prise pour référence, puisque notre appui est toujours le cadre européen commun de référence pour les langues. Vous voyez qu'il y a toujours les 3 composantes, pragmatique, sociolinguistique et linguistique, avec les critères qui se rattachent à ces composantes. Donc, on les retrouve. Effectivement, est-ce qu'on pourrait maintenant rentrer un petit peu dans les détails et voir comment l'expérimentation a été préparée? Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas revenir sur les degrés de performance que j'ai déjà commentés et je reviens plus concrètement, effectivement, sur cette question de l'expérimentation qui, effectivement, a demandé un très gros travail en amont et je tiens là à saluer les équipes qui ont consacré beaucoup de temps à ce travail. Et là, je pense tant aux ingénieurs pédagogiques qu'à leurs apprentis et qu'aux psychométriciens qui ont participé à cette planification, puisque nous avons la chance de bénéficier en interne d'une cellule de qualité expertise qui regroupe ces profils de psychométriciens. Donc, en amont, il y a eu cette phase très importante de récolte de matériel, avec des sélections de production écrite de candidats, et puis des organisations de tournage pour avoir des productions orales en situation d'examen. Et nous avons ainsi recueilli 189 productions écrites et orales, puisqu'il s'agissait d'avoir, encore une fois, une variété de productions qui reflètent différents degrés de performance et les plus étalés possibles sur la gradation. Ensuite, le deuxième moment important, en dehors évidemment de l'élaboration du prototype des grilles, c'était la rédaction des enquêtes, donc des expérimentations proprement dites, avec la définition du plan de calibrage et de l'étalonnage, le classement de ces productions, et puis la rédaction et la mise en ligne, donc pour la première expérimentation de 40 enquêtes différentes, avec des assortiments différents de production écrite et orale, et pour la deuxième itération, dont j'expliquerai ensuite la nécessité, de 25 enquêtes distinctes. Et puis, une autre dimension de la préparation de l'expérimentation, c'était la sélection du panel des personnes interrogées. Alors, ce panel-là, c'était les personnes en possession d'une habilitation A1, B2 en cours de validité. Et la première enquête a été envoyée à 35 000 personnes et la deuxième enquête à à peu près 17 000 examinateurs correcteurs, donc titulaires d'une habilitation. Donc cette première expérimentation, elle s'est déroulée entre le 15 septembre et le 7 octobre 2019. Il s'agissait donc d'expérimenter les prototypes de ces nouvelles grilles que je vous ai présentées, ces 2 outils complémentaires. Et le panel qui a été sollicité, c'était donc celui que je viens de vous décrire. Et nous avons eu environ 7000 participants, dont près de 2300 qui ont donné des réponses complètes, donc qui étaient totalement exploitables par nos psychométriciens, qui ont donc répondu à la totalité de l'enquête, et ce qui est vraiment quelque chose dont on peut vraiment se réjouir et pour lequel on peut vraiment remercier les examinateurs correcteurs, puisqu'ils étaient totalement volontaires, ils n'étaient pas rémunérés. France Éducation Internationale n'aurait pas eu les moyens de les rémunérer. C'était vraiment sur la base du volontariat qu'ils ont participé à cette enquête, ce qui montre leur forte implication. Je tiens à souligner que c'était donc la première fois que les grilles du DELF et du DALF
s'apprêtait à être validé à partir de l'analyse des qualités de mesure des grilles, suite à ces enquêtes, que ces analyses, c'était la première fois aussi donc, que ces analyses ont été faites directement à partir des données récoltées auprès des examinateurs correcteurs habilités eux-mêmes, donc avec, comment dire, vraiment un panel plus que représentatif, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que le vivier réel et actuel des examinateurs correcteurs du DELF-DALF. Je tiens à le souligner parce que dans certaines enquêtes d'autres organismes certificateurs, ils ciblent les bons examinateurs correcteurs et un panel réduit entre une vingtaine et une centaine d'examinateurs correcteurs. Vous voyez que là, on est dans des dimensions beaucoup plus larges et du coup avec des résultats beaucoup plus représentatifs et solides. Et on a pu vérifier aussi pour la première fois comment ces grilles étaient perçues par leurs principaux utilisateurs, donc les examinateurs correcteurs eux-mêmes à qui on a posé les questions. Donc voilà, j'avais dit 7000, c'est très précisément 6897 participants qui ont répondu, soit 15 à 20% des examinateurs correcteurs dans le monde, dans 164 pays. Et vous pouvez voir là sur le petit graphique sur le côté, même si c'est en assez petit, donc en abscisse sur la ligne horizontale, c'est le nombre de correcteurs, et puis sur la ligne verticale, le nombre de pays. Donc vous voyez que la ligne bleue montre qu'il y avait l'essentiel des correcteurs dans un nombre réduit de pays, ce qui veut dire que nous avons encore une fois des données très représentatives de la diversité des pays. Et justement, je pense que c'est à ce moment-là où tu voulais inclure un sondage pour avoir une petite idée, voilà, des personnes qui sont présentes, de votre origine. Donc, j'ai lancé le deuxième sondage, tout simplement pour savoir donc où est-ce que vous habitez par continent. Ce sera quand même un petit peu plus rapide pour se faire une idée effectivement du lieu où vous vous trouvez parmi les participants. Alors c'est sûr que le décalage horaire fait que certaines régions du monde sont quand même plus privilégiées que d'autres, parce que c'est plus facile de suivre en journée qu'au milieu de la nuit. Ça bouge un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a deux dominantes, évidemment une bonne partie de personnes qui sont basées en Europe et une autre sur les Amériques. Je pense qu'on peut arrêter le sondage à ce niveau-là. C'est pas la peine non plus de… D'accord. Je n'ai pas vu les résultats, donc je me fie à ce que tu as dit. Donc essentiellement Europe. Alors, 5% pour l'Afrique, 35% pour les Amériques, 7% pour l'Asie, 59% pour l'Europe et puis personne venant d'Océanie. D'accord, très bien. Effectivement, c'est assez représentatif aussi des pays qui ont le plus participé et que je tiens encore une fois à remercier. Vous voyez, pardon, ma présentation est repartie. Voilà, là c'est bon. Là, c'est bon, très bien. Donc, des pays qui ont le plus participé à l'expérimentation, j'ai mis en gras donc, les pays qu'on a retrouvés au cours des deux expérimentations, ce qui montre encore une fois leur très forte implication, et on retrouve tout à fait les pays qui rassemblent également le plus de candidats au DELF-DALF. Donc, ce n'était pas vraiment une surprise pour nous, mais nous étions très heureux de voir que en dehors des grands pays d'Europe, que je salue, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Suisse, nous avions aussi les autres continents qui étaient représentés, et puis voilà une présence très forte des examinateurs correcteurs du Canada, du Maroc, du Mexique, qui est un très grand pays DELF également, et puis d'autres pays donc dans d'autres parties du monde. Je pense notamment à l'Inde, où là aussi le dispositif DELF-DALF a une importance très marquée. Donc j'en viens aux résultats, puisque j'aimerais bien garder un tout petit peu de temps pour les échanges, et je vois que le temps file. Donc la bonne nouvelle, alors là je vous montre un petit peu aussi par
pour que vous fassiez une idée de ce sur quoi nos psychométriciens travaillent. Hein. Donc, s'il vous plaît, ne me demandez pas dans le chat de vous détailler toutes ces données et ces mentions cryptiques. Je reviendrai sur certaines courbes, mais pour vous dire qu'en conclusion, les bonnes nouvelles, c'était que les différents critères fonctionnaient de manière correcte, hein, ils étaient bien compris par les examinateurs correcteurs, et qu'il y avait de bonnes propriétés de mesure pour les différents niveaux d'acquisition. Je reviendrai sur ce point ensuite. Cependant, on observait une tendance centrale chez les correcteurs, ce qui veut dire qu'ils ont tendance à noter au milieu. Et ça, il faut dire que ce n'est pas une spécificité des examinateurs correcteurs du DELTAL. Dans toute évaluation, dans le doute, que ce soit du patinage artistique ou de l'évaluation en langue, on a tendance à noter, si vous voulez, près du milieu et pas trop dans les extrémités. Mais c'est toutefois problématique parce que ça veut dire qu'il n'y a pas utilisation de la gamme complète des degrés, et notamment, ça pénalise les candidats qui ont un haut niveau et qui sont donc rabattus plutôt vers le centre. Alors, pardon. Il y avait justement une question sur ce point pour les hauts niveaux. D'accord. Je peux bien y répondre. Très bien. Peut-être que la suite de la présentation va y répondre. Donc, cette diapo récapitule suite à l'étalonnage final, puisque nous avons quand même revu du coup le classement des candidats pour nous interroger de notre côté, où nous avons quand même clairement identifié un problème et nous nous sommes demandé, puisque les grilles devaient identifier ce qui était au-dessus du niveau, est-ce que les examinateurs correcteurs n'hésitaient pas à attribuer finalement ce degré-là parce qu'ils estimaient que la tâche ne se prêtait pas finalement à l'évaluation du niveau supérieur, vous voyez. Donc, on s'est posé ce type de questions, puisque on voyait que le score maximal n'était pas atteint sur les niveaux B1 et B2, même pour des candidats dont on estimait que les productions étaient de très bonne qualité. Donc, on a pris quelques décisions et on s'est dit qu'on ne pouvait pas en rester là et que ça nécessitait une deuxième itération, d'où la deuxième enquête qui a été introduite sur des niveaux précis et des activités langagières précises. Donc, on a déjà un petit peu plus balisé le champ des possibles en sélectionnant encore plus en amont les productions pour retenir plus de productions avec un niveau élevé, hein, pour un petit peu, essayer de forcer les examinateurs correcteurs à utiliser les niveaux extrêmes. Et puis, surtout, changement d'importance, on a remplacé la catégorie, donc la dernière catégorie qui s'appelait niveau plus et au-delà, par, la catégorie qui était au-delà du niveau, c'est le contraire, par niveau plus et au-delà, pour être sur le haut du niveau et non plus au niveau supérieur, ce qui pouvait perturber les corrections. Et puis, le fait d'avoir changé du coup cette catégorie-là nous a obligés à réviser la rédaction des descripteurs de performance des grilles. C'est ce que montrent ces diapositives-là. Vous voyez, sur la première expérimentation, on avait les grilles sur le niveau, puis au-dessus du niveau, mais on s'est rendu compte que cette colonne n'était pas utilisée ou très peu. Donc, on a remplacé par le haut du niveau, donc là, en l'occurrence B2+, et au-delà, pour pousser un petit peu plus vers la droite, si j'ose dire. Pardon, on peut passer effectivement à la deuxième expérimentation pour voir la deuxième étape. Donc, comme je vous le disais, cette deuxième expérimentation n'a été conduite que sur les grilles les plus problématiques, hein, qui étaient donc les grilles de production orale de niveau B1 et de production écrite de niveau B2. Et nous avons là visé seulement les examinateurs correcteurs habilités jusqu'au niveau de B2, excusez-moi, pour restreindre justement le champ d'investigation et nous réserver pour une future expérimentation les examinateurs correcteurs habilités sur les niveaux d'ALF. Donc, ça a représenté 17 000 personnes contactées et nous avons eu 2815 participants, dont 1067 réponses complètes. Hein, donc, 1067 participants qui ont répondu totalement au questionnaire, ce qui, à nouveau, est une belle prouesse puisque c'était quand même un travail de 2 heures qu'on leur demandait à titre totalement gracieux et on les remercie à nouveau. Alors, ce qu'on a constaté en résultat de cette deuxième expérimentation,
c'est que là, on est passé à 11% de l'utilisation de la catégorie la plus à droite, hein, qui était donc B2+ et au-delà, contre 7% lorsque cette catégorie s'appelait au-dessus du niveau. Donc, vous voyez, il y a eu une amélioration, finalement, il y a eu moins de réticence et une meilleure identification des niveaux supérieurs. Par ailleurs, là, ce sont de très belles courbes qui plaisent beaucoup à nos psychométriciens. Alors, pour vous expliquer très rapidement, donc, sur la ligne horizontale, c'est le niveau de compétence du candidat qui est exprimé en logit. Et sur l'axe vertical, en fait, la probabilité d'observer ces différentes catégories de score. Donc, très logiquement, vous voyez, on peut observer la catégorie non conforme sur des candidats qui ont un niveau de compétence très limité. Vous voyez, c'est assez logique. Cette courbe-là, non conforme, va dans ce sens-là. Et ce qui plaît beaucoup à nos psychométriciens, c'est la régularité d'espacement entre les points de jonction des courbes. Ça signifie pour eux et pour nous, et on s'en réjouit, que les catégories de score correspondent à des unités de mesure qui sont comparables et pour le dire simplement, que lorsque on évalue un candidat avec différents critères sur ces catégories-là, on ne mélange pas des choux avec des carottes. Vous voyez, c'est une évaluation qui est homogène. Alors, je vais passer là rapidement sur la question des accords exacts parce que je vois qu'il nous reste assez peu de temps. Mais c'était pour expliquer qu'on arrive là à des taux d'accords exacts tout à fait intéressants sur les catégories en dessous du niveau B2 et sur le niveau B2, mais qu'on reste toujours quand même, on constate encore un peu de réticence sur la catégorie B2+ et au-delà, malgré l'amélioration constatée hein, en termes de pourcentage, et que sur la catégorie non conforme à ce qui est attendu, là, vous voyez, là, on attendrait une belle flèche qui monte en oblique. Là, on a une vague qui montre que les examinateurs correcteurs sont un petit peu perdus avec cette catégorie-là, non conforme à ce qui est attendu, mais ce qui n'est pas étonnant parce que ça correspondait en fait aux productions les plus faibles des candidats. Et à vrai dire, on ne s'attendait même pas à ce que cette catégorie soit réellement utilisée. Pour nous, c'était des productions en dessous du niveau et c'était tout à fait intéressant hein, de voir que finalement les examinateurs correcteurs avaient interprété ça de cette manière-là. Je reviens un peu sur cette idée d'accord exact pour expliquer sommairement que dans la littérature scientifique, on cible pour disons, un diplôme discriminant et une évaluation de qualité, une cible de 70% d'accord exact entre donc, le niveau qui est attribué par le correcteur et le niveau qui est attribué à la suite des analyses psychométriques après calibrage des résultats pour chacun des critères et chacune des productions. Là, vous voyez, on tourne autour de 68, entre 68 et 74% d'accord exact. Donc, c'est un taux qui nous paraît extrêmement positif, sachant encore une fois que c'est intervenu avant même qu'on modifie nos formations, hein, donc sur des outils sur lesquels les examinateurs correcteurs n'étaient pas spécifiquement formés, et en plus avec des examinateurs correcteurs qui se sont retrouvés à évaluer des candidats qui, pour certains, étaient extrêmement loin de leur réalité quotidienne. Donc, on peut penser que lorsque on aura mis en place les formations et qu'en plus, les examinateurs correcteurs retrouveront un public auquel ils sont plus habitués, entre guillemets, ce taux d'accord exact sera encore supérieur. Voilà, alors donc à l'issue de la deuxième expérimentation, on peut dire qu'on a un petit peu réduit la tendance centrale hein, de notation avec la dernière version des grilles B2. Il y a une amélioration de l'identification des productions du haut du niveau B2 et on a aussi constaté une amélioration du fonctionnement du critère de réalisation de la tâche qui était mieux compris et assimilé de la même manière par les examinateurs correcteurs. Ce qui nous amène, pour nos formations, à tirer certains enseignements. Hein. Donc peut-être effectivement rapidement les retours des correcteurs pour qu'on ait un peu le temps quand même de poser quelques questions. Tout à fait, oui. Donc pour nos formations, on sait qu'il va falloir qu'on travaille sur la tendance centrale des correcteurs et les encourager à utiliser donc toute la largeur de la grille, hein, qui d'ailleurs n'est plus si large, hein, vous l'aurez compris. Et puis on a décidé de reformuler cette catégorie non conforme à ce qui est attendu, qui introduisait du bruit.
Donc, l'évaluation par les correcteurs, on était assez inquiets, hein, puisque on se demandait comment les correcteurs allaient recevoir ces nouvelles grilles, étant donné qu'ils semblaient plutôt satisfaits des grilles actuelles. Et finalement, les deux enquêtes donc, ont montré qu'ils ont constaté que le nombre de critères d'évaluation était adéquat pour évaluer une production. Donc, ils sont tombés d'accord sur le fait que la réduction du nombre de critères permettait néanmoins d'évaluer adéquatement une production. Et ils étaient encore plus contents dans la deuxième itération, ce qui est extrêmement encourageant. Et par ailleurs, que le lien entre ces grilles et les descripteurs de performance du cadre était entre fort et très fort. Donc là-dessus aussi, ça nous montrait qu'il n'y avait pas eu de déperdition de ce niveau-là et que le fait d'offrir un descripteur complet pour chaque niveau de performance était aussi un bénéfice. Tout ça s'inscrit, vous l'avez compris, donc dans cette démarche qualité, hein, qui est un processus itératif, hein, vous l'avez compris, avec cette mise en place d'une deuxième expérimentation quand elle nous a paru nécessaire pour pouvoir tirer parti de la qualité de mesure et de la validation scientifique pour pouvoir fonder nos nouvelles grilles. Cependant, je tiens quand même à souligner que ce n'est pas la seule dimension à laquelle nous nous intéressons, hein, puisque, bien évidemment, les analyses qui peuvent ressortir sont conditionnées aussi par le matériel qu'on met à disposition, hein, pour ces analyses, et on s'en est bien rendu compte, notamment avec ce degré non conforme qui est apparu de façon un petit peu étonnante alors qu'on ne s'y attendait pas. Voilà, donc la troisième expérimentation, elle est à venir et on compte d'avance sur les examinateurs correcteurs habilités DALF cette fois-ci. Au mois de mai, vous recevrez donc un questionnaire pour évaluer les nouveaux prototypes des grilles DALF. Sachant que, donc, pour en revenir et reboucler avec le plan initial, notre projet est donc de mettre une FOAD de transition, donc une sorte de module d'auto-formation pour les personnes déjà habilitées au printemps 2022, et puis un module d'auto-formation donc, pour les examinateurs correcteurs en première habilitation et l'introduction des grilles dans les sessions à compter de la rentrée 2022. C'est notre plan. J'espère que la Covid ne va pas encore le contrarier. Et pour ne pas vous laisser totalement sur votre faim, je vous montre quand même un prototype, donc hein, il n'est pas définitif, de la grille, de ce à quoi pourrait ressembler la grille d'évaluation, en l'occurrence de la production écrite de niveau B1, où vous retrouvez donc bien les différents degrés d'acquisition. Nous avons remplacé la catégorie non conforme par non répondu aux productions insuffisantes. Et vous voyez que dans le bas de la grille, il y a tout le traitement des anomalies, justement, pour que tout ce qui relève du hors-sujet, etc., n'interfère pas avec l'évaluation du niveau pour les différents critères. Voilà, excusez-moi d'avoir un petit peu débordé. Je suis maintenant à votre disposition pour un moment d'échange. Donc, merci beaucoup, Marie. Effectivement, donc pour ceux qui veulent voir cette grille plus en détail, je pense que tu peux laisser ton diaporama en présentation de la grille. On répond aux questions. Vous le retrouverez sur le Padlet. Cette grille donc vous sera diffusée sur le Padlet. Vous le verrez un petit peu. Alors, il y a eu en gros, pour faire très rapidement, deux types de questions. La première, c'est comment être examinateur, correcteur, ou comment participer à cette évaluation, enfin, à cette expérimentation. Donc ça, c'était la première partie. Peut-être d'abord là-dessus. Alors, très bien. Je vais peut-être prendre du coup les questions d'abord la dernière, puisqu'elle conditionne finalement aussi les choses. Pour pouvoir participer à l'expérimentation, il faut donc être examinateur correcteur habilité, titulaire d'une habilitation. On va vraiment restreindre aux utilisateurs des grilles l'expérimentation pour que ce soit significatif par rapport aux utilisateurs des grilles actuelles sur les nouveaux prototypes pour pouvoir enregistrer le différentiel et la satisfaction, justement. Ensuite, pour revenir à la première question, pour être habilité examinateur correcteur, donc là, il faut se rapprocher d'un centre d'examen, tout simplement, et proposer ses services. Hein. Il y a quelques petites conditions à remplir, hein, notamment l'expérience, évidemment, dans le domaine du FLE hein, et de maîtrise de la langue française. Hein. On demande un niveau B2. Et donc,
lorsque le centre d'examen a besoin des services d'un examinateur correcteur, il organise des formations d'habilitation. Les centres d'examen ont la capacité, avec leurs formateurs propres, de proposer des habilitations. Voilà, donc ça c'était le point, disons, qui concernait plus les professeurs. Ensuite, par rapport aux grilles, mais en fait, vous avez répondu à la question, c'était donc pour les candidats qui étaient au-delà du niveau. Donc je pense que ça a été clair. Et puis l'autre question qui a été soulignée également, ça concernait justement les éléments non acquis. Donc à mon avis, c'est clair de ce côté-là sur la grille. Au cas où, vous pourrez toujours écrire directement FEI si vraiment vous avez des questions plus précises là-dessus. Je rappelle que sur le site de FEI, vous avez déjà beaucoup d'informations et un espace professionnel également. Et le dernier groupe, j'allais dire, de questions qui apparaissaient, c'est quand? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux formats. Comment est-ce qu'on va préparer nos élèves? Il y a deux formats. Quand est-ce que ces nouvelles grilles vont être mises en place réellement? Alors, sur la préparation des élèves, je tiens à vous rassurer, les épreuves, elles, ne changent pas. Ce sont bien les grilles d'évaluation qui changent, mais pas les épreuves. Donc, pour les élèves, si j'ose dire, c'est indolore. C'est vraiment les examinateurs correcteurs qui sont concernés. Et là, je reprends du coup le plan d'ensemble pour la question quand. Donc, comme je le disais, au printemps 2022, donc, nous souhaitons mettre à disposition des personnes déjà habilitées, donc ce qu'on appelle la FOAD de transition, qui est en fait le module d'auto-formation qui permettra aux examinateurs correcteurs de découvrir et de s'approprier ces nouvelles grilles, dont nous souhaitons pouvoir les injecter dans les vraies sessions, si j'ose dire, à la rentrée 2022 et proposer du coup en parallèle du lancement des grilles les habilitations, le module de FEAD d'habilitation hybride, mais de première habilitation d'examinateurs correcteurs. Alors, une question de César, est-ce que les grilles n'auront plus de notes? Un petit peu angoissé. Oui, c'est vrai, je ne suis pas appesantie sur ce point. Non, pas du tout. Évidemment, il y aura des notes, mais le but vraiment dans l'expérimentation, c'était que les examinateurs correcteurs ne s'attachent pas aux notes, mais vraiment au niveau de performance, au degré de performance pour chacun des critères. Mais bien évidemment qu'il y aura des notes associées, et ces questions de pondération sont justement l'objet de vifs débats en interne actuellement pour pouvoir arriver à une proposition finale, puisque bien évidemment, le DELF-DALF pour le reste ne bouge pas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a plus de 50 points sur 100, on obtient le diplôme, et il faudra donc bien qu'on ait un score au bout du compte. Évidemment. Alors, si on veut encore répondre aux angoisses et aux professeurs déjà habilités, est-ce qu'avec la situation Covid ou est-ce qu'avec ces nouvelles grilles, finalement, leur habilitation restera valable ou sera prolongée? Tout à fait, c'est le but. C'est pour ça que je vous parlais de ce module FOAD, donc de formation ouverte et à distance, qui permettra aux examinateurs correcteurs en tout point du monde de pouvoir suivre cette formation sans difficulté et sans les contraintes de devoir se réunir dans un lieu physique. Et donc, ça s'inscrira totalement dans la durée de leur habilitation, donc pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. De toute façon, il y aura le relais de la part des instituts ou des alliances françaises dans les pays qui normalement va informer les professeurs, tout comme la grille, lorsqu'elle sera définitive, évidemment, elle sera publiée. Donc, je pense qu'on peut rassurer les enseignants là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, il y a également le Padlet où vous allez retrouver justement cette grille. Ce sera également un lieu d'échange, donc Padlet pour les plénières, mais il y a également donc tout un parcours sur l'évaluation pour ceux qui sont inscrits, pourront aller un petit peu plus loin. Donc, merci beaucoup. On va peut-être s'arrêter là parce qu'on a déjà un petit peu débordé sur le temps. Merci beaucoup, Marie-Rose, pour toutes ces informations. Bravo et à toute l'équipe pour ce travail qui est effectivement passionnant, mais de longue haleine. Et puis, on a hâte de pouvoir découvrir donc ces nouvelles grilles. Merci beaucoup et très bonne journée de travail. Merci. Donc, je reprends le partage d'écran, si vous voulez bien.
pour vous présenter un petit peu la suite des événements de la journée, parce que c'est une longue journée effectivement qui va continuer avec donc les ateliers dans un peu moins d'1 heure. Mais en attendant, donc nous allons également donc vous offrir une petite surprise avec la présentation de nos nouveautés, la possibilité donc à la fin de ces présentations d'avoir un accès à une version numérique. Donc voilà pour le Padlet. Je pense que dans le chat aussi, on vous a mis le lien pour le Padlet. Donc vous retrouverez les différentes informations donc, dans la colonne de l'intervention d'aujourd'hui, donc la grille. Pour l'instant, elle n'y est pas. On la mettra donc d'ici à ce soir. Alors, on va continuer et je vais donc passer la main à Philippe Lyria, notre donc délégué pédagogique dans peu de temps pour la présentation des nouveautés, mais en attendant donc un petit spot sur le français dans le monde. Le français dans le monde, c'est ma vie, parce que c'est mon vie. Pour moi, le français dans le monde, c'est réformer en continu. J'adore découvrir les expériences de mes collègues grâce au français dans le monde. Je suis fan du français dans le monde car ça me permet de faire rentrer la pluralité dans ma classe. Je kiffe le français dans le monde parce qu'il m'aide à être créatif en classe. Donc voilà, et on va passer, si vous voulez bien, à la présentation des nouveautés. Oui, bonjour, merci, merci Annick, bonjour tout le monde. Alors, on va pour cela passer au partage d'écran. Je ne sais pas si ça marche, je vais te demander Annick de me confirmer que ça marche bien. Ça va venir, un peu de patience. Ça va venir. Donc, le temps de dire que le temps qu'il y a ce partage d'écran, que donc juste après cette présentation, il faudra pour les gens inscrits au parcours sortir effectivement de cette réunion pour aller vous rendre dans la réunion de votre parcours. Vous avez dû recevoir donc le lien d'accès personnel pour la réunion, soit au parcours francophonie, soit au parcours évaluation. Il n'y a toujours pas le partage des nouveautés. Non. Sinon, je peux peut-être moi le faire si ça pose un souci. Ou peut-être que c'est parce qu'il faudrait que tu me donnes la main. Je vais la prendre. Si je la prends, voilà, ça devrait. Est-ce que ça marche? Ça marche, oui, c'est bon. Voilà, n'est-ce pas? Voilà, j'ai repris la main. Donc bonjour, bonjour tout le monde. Merci Annick. Nous allons, alors c'est vrai que nous avons pris un petit peu de retard, mais nous allons vous présenter, c'est important je crois, et ça vous intéresse directement, quelques nouveautés, les nouveautés donc de Clé Internationale 2021. Voilà, alors pour commencer, la toute première nouveauté, et je tiens à le dire, peut-être j'ai oublié de le préciser, à la fin de cette présentation, il y aura une petite surprise, donc préparez vos smartphones pour pouvoir prendre en photo l'écran. Voilà, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Bien, donc parmi les nouveautés, la nouveauté, celle qui va faire vivre et vibrer nos apprenants dans le monde de la francophonie, il s'agit d'Odyssée. Odyssée, c'est donc la toute nouvelle méthode de Clé Internationale. Vous pouvez déjà la découvrir dans ces niveaux A1 et A2. C'est la nouveauté d'une équipe d'auteurs
qui nous arrivent en fait des 5 continents et qui ont une véritable, je dirais, expérience de la francophonie, puisque eux-mêmes la vivent et l'enseignent. Je pense en particulier à l'équipe qui vient de McGill, mais également des auteurs qui nous arrivent du Brésil, mais en passant par le Guatemala, ou qui sont en France, mais sont passés par le Canada, etc. Donc, c'est vraiment, je pense, important de prendre en compte pour cette nouveauté la pluralité des auteurs pour justement nous proposer un manuel Odyssée francophone et avec une conception pédagogique originale. Tout d'abord avec des itinéraires multiples pour que l'on puisse non pas se sentir pris par le carcan justement d'une méthode, mais que l'on puisse en autonomie décider de différents parcours, profiter aussi, et ça je crois que c'est important, d'une véritable banque de ressources qui se trouve à la fin de chaque niveau, hein, fin du A1, fin du A2, et puis quand sortiront les B1, B2 et C1, ce sera la même chose, d'une banque de ressources dans le livre de l'élève avec de la grammaire, du vocabulaire, de la communication, en plus évidemment de ce que l'on va trouver à l'intérieur même des manuels, avec aussi une grammaire explicite. Alors évidemment, dans les leçons, nous allons travailler les grammaires, mais il y a aussi des pages dédiées à la grammaire, avec évidemment une grammaire en situation, et c'est important. On va aussi s'intéresser énormément, tout à l'heure je vous parlais de la francophonie, et bien nous allons justement nous intéresser énormément à tous ces aspects socioculturels, donc toujours en contexte, hein, en insistant évidemment sur les interactions, aussi bien dans les domaines, on va dire, plus familiaux que dans les domaines publics et professionnels. Et un point important, on le sait, et vous le recherchez de plus en plus parce que on le demande et on l'attend dans la classe de langue, c'est la médiation. Eh bien, Odyssée nous propose justement systématiquement des activités qui vont activer, qui vont motiver justement cette médiation. Alors, Odyssée, je vous disais d'emblée que c'est la méthode de la francophonie. Eh bien, c'est vrai. Plutôt que d'être une anecdote, hein, quelque chose de passage, hein, comme on va avoir l'occasion justement d'en discuter dans le parcours francophonie, eh bien, on veut justement que ce soit une véritable expérience comment dire, en immersion. On va se plonger dans la francophonie et on va la travailler non pas de temps en temps, hein, avec une sorte de quota francophone, mais de façon transversale. Et ça, c'est vraiment, je crois, important en mettant en avant la pluralité de la langue française et la pluralité des cultures qui se retrouvent en français, justement. Et c'est ça que nous avons voulu vous proposer dans Odyssée. Alors, Odyssée, je vous parlais tout à l'heure justement de ces parcours multiples, hein, comme vous pouvez le voir, en mettant aussi, bien évidemment, on ne va pas oublier des activités aussi, qui travaillent toutes les compétences, aussi bien les compétences de réception orale hein, que les compétences de production orale. On va travailler la grammaire, on va travailler évidemment la phonétique, et on sait que c'est de plus en plus important, pardon. Hein, on revient énormément à certains piliers hein, de la langue, on veut les travailler, donc la phonétique est évidemment présente, ou encore le vocabulaire. Et évidemment, et par les temps qui courent, on le sait, et c'est indispensable, eh bien, Odyssée est et sera disponible sous plusieurs formats. Donc déjà disponible en papier, hein, pour les niveaux 1 et A2. Le numérique arrive et très rapidement aussi une plateforme donc e-learning, LMS, pour pouvoir justement travailler avec le suivi, la traçabilité, puisque c'est quelque chose que l'on attend de plus en plus, bien évidemment, et le contexte pandémique nous y contraint bien souvent.
Voilà. Alors, bien évidemment, en plus d'Odyssée, tendance continue avec une petite nouveauté pour tendance. Il y a depuis cette année la possibilité d'avoir en fait le pack. Qu'est-ce que c'est que ce pack tendance? C'est le livre papier plus la version numérique. C'est-à-dire que vous avez en fait à l'intérieur du manuel, vous avez un code qui va vous permettre d'avoir directement accès à la version numérique, donc des bibliomanuels. Alors, nous en avons parlé, nous venons justement d'en parler avec Marie Rousse lors de la plénière, le DELF. Le DELF, on sait combien il compte pour vos établissements, combien il compte pour les apprenants. Eh bien, chez Clé International, nous savons aussi que vous avez exprimé souvent vos inquiétudes sur alors qu'est-ce qui se passe, les changements, etc., etc. Eh bien, arrive la nouvelle collection la nouvelle édition, pardon, des ABC DELF, hein, que ce soit pour tout public ou que ce soit la version junior et scolaire. Eh bien, et vous pouvez le reconnaître, hein, il y a un petit bandeau en haut de cette nouvelle édition qui commence à arriver. Hein, vous allez petit à petit la retrouver au long de cette année, donc avec cette nouvelle édition qui indique conforme au nouveau format des épreuves du DELF 2020, d'accord. Et donc nous avons déjà quelques titres disponibles sur les juniors et évidemment sur le tout public, avec toujours évidemment la possibilité de retrouver les activités en ligne pour le DELF adulte et le livre web 100% adulte, 100% en ligne pour la version junior et scolaire. Une autre collection importante, nouvelle, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, avec là maintenant, elle s'est énormément enrichie ces derniers mois, c'est la collection pratique. Alors la collection pratique, ce sont avant tout finalement des batteries d'exercices. Des exercices avec des petits encarts d'explication, que ce soit de vocabulaire, que ce soit de grammaire, de conjugaison, etc., sur tous les niveaux jusqu'au B2. Il y a déjà énormément de titres disponibles dans cette toute nouvelle collection, donc vraiment toute fraîche. Je vous invite à la découvrir. Vous allez voir, je crois qu'elle répond à une demande là aussi des apprenants qui souvent veulent compléter à côté donc du manuel, hein, d'un tendance, d'un Odyssée, veulent compléter avec des activités en plus. Eh bien, ils vont pouvoir trouver maintenant cette nouvelle collection, la collection pratique, pratique grammaire, pratique vocabulaire, etc., etc. Chez les ados et les grands ados en particulier, nous avons, vous connaissez peut-être déjà, hashtag la classe. Hashtag la classe, on va dire, alors c'est jamais très facile de catégoriser véritablement ce monde ado, mais on va dire à partir de 14-15 ans, en gros, eh bien vous avez cette collection hashtag la classe. Et ce qui est nouveau en plus dans la collection hashtag la classe, c'est que très bientôt, nous allons pouvoir vous présenter hashtag la classe B2. Et ça, on sait que, je pense à, par exemple, les bachilleratos et dans combien d'autres pays où il y a besoin justement, je pense par exemple à mes amis aussi du Canada, où il y a souvent besoin de ce niveau avancé, eh bien, nous allons pouvoir vous proposer un manuel spécifiquement conçu pour ces grands ados sur le niveau B2, c'est hashtag la classe. Si vous ne connaissez pas encore cette collection, vraiment, je vous invite à la découvrir, à les feuilleter sur notre site. Vous savez que nous disposons sur le site d'énormément d'exemples d'ouvrages feuilletables où vous nous contactez. Vous allez voir, il y a vraiment énormément de choses intéressantes dans cette collection. Une nouveauté aussi. Alors vous allez me dire, non, la progressive, on connaît, c'est pas une nouveauté. Alors d'abord, vous savez que la progressive, c'est une collection très vaste qui va bien au-delà
de la grammaire ou du vocabulaire ou de la communication. Hein. Vous savez qu'il y a aussi les littératures, les phonétiques, etc., qui existent aussi dans la collection progressive. Mais ce qui nous vaut en plus, c'est que petit à petit, ça va être échelonné dans l'année, nous allons avoir disponible les versions bibliomanuelles de la collection progressive. Donc, je vous invite là à pouvoir le découvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très concrètement que les activités, les exercices de la progressive, eh bien, les apprenants vont pouvoir les faire depuis leur accès dans le bibliomanuel, ils vont pouvoir les faire depuis leur ordinateur, leur tablette et bien évidemment leur smartphone. Donc, je crois que c'est vraiment une nouveauté importante à signaler, disons, cette collection progressive numérique qui est indépendante évidemment donc des manuels papier. Une autre nouveauté, c'est une grammaire, c'est ma première grammaire. C'est Anne-Cécile Couder qui en est l'auteur, et cette grammaire qui s'adresse, alors là, ça s'adresse aux enfants, au jeune public, sur des niveaux 1 à 2. Hein, donc ce jeune public, on va dire, à partir en gros de 11 ans jusqu'à 14 ans à peu près. Ils vont retrouver un livre de grammaire avec des exercices qui sont véritablement, on va dire, mis en contexte, ludique, dans un format qui est vraiment rassurant et motivant pour les plus jeunes, des exercices en plus en contexte qui, je pense, répond véritablement à une attente. Il y a une attente aussi bien de votre côté. Souvent, vous nous demandiez une grammaire facile à utiliser, mais qui soit quand même ludique pour les ados. Eh bien, voilà, c'est ma première grammaire. Ça vient de sortir. Je vous invite vraiment à la découvrir et à la proposer à vos apprenants. Et puis, pour les plus grands, il ne s'agit pas là ici d'une grammaire avec des exercices, mais plutôt d'une grammaire de référence. C'est ma grammaire pour apprendre le français par Charlotte de France. Elle nous propose, alors là il s'agit d'une grammaire plutôt pour les grands ados et les adultes, pour consulter. Et c'est une grammaire en même temps facile à utiliser. Elle ne s'adresse pas à des spécialistes, mais plutôt justement à l'apprenant qui a besoin de rafraîchir très rapidement des concepts. Donc, et des concepts sans entrer forcément dans le métalangage du professionnel. Eh bien, pour cela, vous avez ma grammaire. Voilà. Alors, avant de terminer, de vous laisser partir sur les différents parcours, selon que vous ayez choisi francophonie ou évaluation, vous rappelez que nous sommes tous les délégués pédagogiques de Clé Internationale. Nous sommes toutes et tous à votre écoute partout dans le monde, depuis en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, etc. Vraiment partout pour pouvoir justement vous écouter. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous nous envoyez un petit email, un petit message sur les réseaux, etc. Et nous vous répondrons très très vite parce que nous savons que c'est important que vous receviez toute l'information qu'il faut concernant les ouvrages, comment vous accompagner pour les mettre en place, etc. etc. Voilà. Nous vous remercions énormément pour cette écoute, pour votre participation aux universités Clé Formation. Et on va faire le point. Tu es là, n'est-ce pas? Oui, je suis là pour dire qu'on va faire le point justement avec les parcours pour ne pas vous perdre en chemin. Oui, tout à fait. L'université Clé Formation, je peux reprendre le partage de l'écran. Voilà, je pense que tu l'as pris là, je crois. Voilà. Il faut que j'arrive à placer aussi le diaporama. Donc voilà, donc ça c'était pour accéder effectivement à votre version numérique de la méthode qui vous intéresse. Comme disait Philippe, évidemment, nous sommes là pour répondre
à vos questions et on continue donc cette université clé formation. Elle n'est pas finie puisque nous allons jusqu'à la semaine prochaine vous accompagner sur 2 parcours. Donc le parcours francophonie avec Philippe Lyria. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot par rapport à ce parcours. Oui, bien, surtout donc pour tous les inscrits, tous les inscrits donc à ce parcours. On vous attend bien évidemment dans quelques minutes avec Arnaud Panier, donc directeur du CLA de Besançon, qui va intervenir dans un atelier donc autour de comment enseigner la francophonie. Et puis donc dans la semaine, il y aura mardi et jeudi respectivement 2 mini-MOOC qui seront mis à votre disposition. Ce sont donc deux capsules vidéo qui sont mis à votre disposition, complétées par un contenu qui se trouve donc sur le Padlet, dont on vous parlera plus précisément, évidemment, à l'intérieur même de l'atelier tout à l'heure. On vous rappellera les liens du Padlet. Et puis, samedi 24 avril, donc dans une semaine, il y aura le 2e atelier animé donc par Janaïna Nazari qui nous parlera, elle aussi évidemment, de francophonie, avec un petit peu d'ailleurs un petit ton un peu polémique et tout. Je pense que ce sera intéressant. Et la séance plénière de clôture qui sera donc avec une conférence de Bernard Magnier, en collaboration avec le Français dans le monde, qui clôturera la partie, on va dire plutôt didactique de cette université Clé Formation, mais qui ne sera pas terminée complètement parce que juste après Bernard Magnier, et dans le cadre justement de la francophonie et en collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques, que je salue aussi particulièrement, eh bien, comment dire, nous aurons un petit moment culturel avec la présence de la chanteuse-interprète Valérie Clio. Voilà. Donc, rendez-vous. Je précise, samedi, la conférence et le moment un petit peu de musique et tout ça, de divertissement de notre université Clé Formation sera ouvert. Voilà, comme aujourd'hui. Et ouvert à tous les parcours, c'est important. Voilà. Comme aujourd'hui, cette plénière est ouverte à tous, bien sûr aux personnes inscrites dans le parcours francophonie, au parcours évaluation, mais également à vos collègues. Alors, pour ce qui est du parcours évaluation, je vais aller aussi très rapidement, mais ça vous donne une idée. Donc, on va tout de suite enchaîner, donc d'ici un peu moins d'une demi-heure, on va commencer à l'heure pile, avec donc une intervention, un atelier de Virginie Salle, qui est l'auteur de la collection ABC DELF Junior et scolaire, et on va continuer donc la réflexion autour des grilles d'évaluation du DELF. Et comme pour l'autre parcours, pendant la semaine, vous aurez le droit à des mini-MOOC, à des capsules vidéo, avec évidemment un travail donc d'exploitation. Ça va être une capsule sur l'évaluation avec les QCM, questionnaire à choix multiples, avec Julie Viau, et puis l'évaluation à travers les projets avec donc Cédric Vial, l'auteur de la méthode #laclasse. Et enfin, donc samedi, avant la plénière, vous aurez un atelier de Cynthia Head, donc de la Fédération internationale des professeurs de français, qui va faire une synthèse sur l'évaluation avec évaluer, oui, mais de quelle évaluation parle-t-on? Donc voilà, vous avez une semaine bien remplie qui vient de commencer et qui continue donc avec nos ateliers. Donc on vous donne rendez-vous sur une autre réunion. Vous avez dû recevoir, pour ceux qui sont inscrits, le lien d'accès aux réunions. Donc on va quitter cette réunion pour vous donner rendez-vous d'ici à quelques minutes donc pour la suite de nos universités Clé Formation. Merci encore Philippe, bons travaux à vous et puis à bientôt pour tous les autres. Merci Annick. À tout de suite donc sur les parcours respectifs. Et bonne continuation.